Abdourahmane Niang. Au lendemain du sit-in qu'ils ont tenu à la place de la Nation pour dénoncer l'interdiction de certaines activités culturelles en cette période de recrudescence du Covid-19, les artistes ont rencontré ce matin le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, qui leur a annoncé tout à l'heure la bonne nouvelle du jour, une enveloppe de 2,5 milliards pour soutenir un secteur éprouvé par 10 mois de disette à cause des restrictions anti-Covid. Alors, cadeau de Noël ou cadeau empoisonné du président Macky Sall aux acteurs de la culture? Je vous rappelle que les 3 milliards octroyés au secteur en juin dernier avaient créé beaucoup de remous. Cette fois-ci encore, on risque de créer une nouvelle crise dans la crise. Anna Rocha. Il y a 6 mois à peine, le président de la République décidait d'octroyer 3 milliards de francs CFA aux acteurs de la culture. La répartition de ces fonds va diviser le secteur. Ce que Ibrahim Ouane, professeur de littérature et civilisation africaine au département de lettres modernes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, appelle la crise dans la crise. Des acteurs sont retrouvés avec des sommes dérisoires. 18 000 pour les danseurs, 30 000 pour les artistes comédiens. Ces sommes ne pouvaient pas permettre de faire face à des mois d'inactivité. Cette manne financière était en train de générer la crise dans la crise. Si on entendait toutes les polémiques, toutes les réclamations, toutes les contestations et les péripéties que ce partage a entraîné dans le secteur culturel. Pour tenter de soulager donc les artistes, particulièrement l'industrie musicale, le gouvernement débloque à nouveau 2,5 milliards de francs CFA. Mais on risque de tomber dans les mêmes travers, analyse le journaliste culturel Aboubacar Demassi Soro. Si c'était la bonne solution, on n'en serait pas encore là parce qu'il y a eu déjà 3 milliards pour tous les sous-secteurs du secteur des arts et de la culture. Ça n'a pas réglé des problèmes, au contraire. Donc, je ne vois pas comment 2,5 milliards peuvent être la solution au problème des artistes. Mais au-delà même de les laisser jouer dans des lieux dédiés, cette crise aurait dû offrir l'opportunité de s'attaquer aux problèmes structurels du secteur en activant les mécanismes qui leur permettent de manière continue, qui permettent aux artistes de manière continue d'avoir des revenus. La copie privée, le statut de l'artiste, les redevances qui ne sont pas payées, certaines taxes et autres qui ne sont pas versées aux artistes. La rencontre de ce vendredi est justement l'occasion pour mettre sur la table tous ces problèmes pour une relance effective du secteur. Venons-en justement au point du jour de l'évolution du Covid-19 au Sénégal. La recrudescence se confirme et plus on effectue de tests, plus de cas positifs sont enregistrés, notamment des cas communautaires, plus de 100 aujourd'hui. On enregistre également des décès. Le point du jour avec vous, Hawambaye. Les chiffres montent en flèche. En 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations connaît une hausse. 59 cas de plus comparé à hier. Les derniers tests réalisés, 2160. Une augmentation significative, soit 721 tests de plus en 24 heures. Cette deuxième vague de contamination s'est encore confirmée ce matin. Le nombre de transmissions communautaires a franchi la barre des 100. Les données du jour révèlent 101 personnes contaminées pour ce groupe, donc plus 43 en une journée. Ces chiffres montrent clairement que la circulation du virus est très active, surtout Dakar, Kaolack, Dara, entre autres localités citées dans le communiqué du jour. Le total des personnes sous traitement, 1076, dont 27 cas graves. Une tendance qui risque de connaître encore une hausse, surtout si le respect des gestes barrières fait défaut lors des fêtes en famille. RFM, la radio de toute l'actualité. La communauté chrétienne célèbre Noël, la fête de la nativité du Christ. Des messes vont être dites cette nuit dans presque toutes les paroisses pour célébrer la venue de l'enfant Jésus. Cet après-midi à 17h, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, va livrer son traditionnel message de Noël. Mais à cause de la crise sanitaire, le message sera transmis via l'Internet sur le site de l'Oficom, l'Office de l'information et de la communication de l'archidiocèse. Les
fêtes de fin d'année ou de Noël approchent à grands pas. Dans certains restaurants de la place, c'est le rush des gens qui viennent se procurer des bûches de Noël qui coûtent entre 30 et 36 000 francs CFA. Dans d'autres magasins de jouets, c'est aussi la ruée des clients pour la plupart des musulmans, justement, qui viennent pour acheter des cadeaux pour les enfants, histoire de faire plaisir aux enfants dans ce contexte de pandémie. Reportage Oumou Kalsoumli. L'ambiance est festive dans cette grande boulangerie et pâtisserie de la place. À l'entrée, des vitrines ornées de sapins artificiels lumineux et de petits ours en peluche. Un joli décor qui s'offre à la clientèle. Mamadou Diaye est musulman. Il est venu acheter une bûche pour faire plaisir à la famille, malgré la Covid-19. Une bûche pour les enfants. Pas est-ce que faire la fête dans ce contexte, on ne fait pas la fête, on fait juste une bûche pour acheter pour les enfants. C'est uniquement le plaisir. Ensuite, montrer aux enfants qu'il y a la tolérance. De par la fête, c'est la tolérance surtout qu'il faut mettre en exerce entre les religions dans le contexte actuel. Ibrahima est père de famille. Il est aussi venu se procurer ces fameux gâteaux pour fêter Noël en famille. Pour lui, Noël, c'est pour tout le monde. Ça fait partie de la vie, c'est la fête, non? La fête, on doit préparer, on doit assister à des cérémonies pour la famille, pour faire plaisir à la famille, je pense. Ça, c'est un gâteau de fête, quoi, fête de Noël. Toujours en ville, dans cette boutique de jouets, l'ambiance est tout autre. Des parents qui cherchent des cadeaux à offrir à leurs enfants. Le plaisir est d'avoir des jouets pour marquer les réveillons. Cyber est mère de famille. Acheter des cadeaux pour les enfants pour la fête de Noël, il y a une large gamme de jeux. Mais c'est un peu cher, mais ça va, c'est à voir. Pour la fête et pour faire plaisir aux enfants aussi. Les fêtes de fin d'année, c'est pour bientôt. Dans les boutiques, c'est le grand rush. Beaucoup de musulmans veulent vivre l'ambiance de fête et en famille. Apparemment, sans retenue. Revenons sur la dimension religieuse de la célébration de la Nativité ce 25 décembre à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sédhiou. C'est la grande mobilisation autour de cette célébration. Le respect des mesures barrières est au cœur du dispositif préparatoire à Sédhiou. Max Euclide Kamfani. C'est la grande mobilisation autour de la fête de Noël à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste à quelques heures de cette célébration de la Nativité du Christ après avoir vécu pleinement le temps de l'Avent, moment de préparation de l'accueil de l'enfant Jésus. Abbé Yves Manga, curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sédhiou. C'est dans cet esprit d'attente, d'espérance, mais également de réconciliation où le Seigneur nous invite à lui préparer le chemin, à redresser les chemins tortueux de nos vies. Et cela consiste à faisant une certaine conversion personnelle pour pouvoir accueillir et l'accueillir dans nos cœurs, dans nos vies. Car en venant à Noël, il vient résider dans le cœur des hommes. Et c'est dans nos cœurs que nous allons lui faire une demeure. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Un accueil de l'enfant Jésus que la communauté chrétienne va vivre dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus, mais en veillant scrupuleusement au respect des mesures sanitaires, révèle le curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sédhiou. Parce que depuis que nous avons repris les célébrations eucharistiques dans l'église, le port de masque est obligatoire pour tous les fidèles et à l'entrée de l'église, chacun se lave les mains et nous continuons toujours d'inviter nos frères, les fidèles catholiques, à faire de même parce que Noël, c'est la fête de la paix. Nous accueillons le prince de la paix dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre monde d'aujourd'hui. Noël, une fête de paix et de joie, c'est en cela que sont invités les fidèles chrétiens durant ce temps spécial et chaque jour de leur vie. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Voilà pour Noël. Toute autre chose maintenant, des fils de Saint-Louis préoccupés par la polémique que suscite le projet de la mairie de rebaptiser l'avenue Charles de Gaulle avenue Macky Sall. Ils demandent aux autorités de surseoir à tous les changements de dénomination en vue d'un consensus. Écoutons Amadou Diaw, un des signataires de la déclaration dite déclaration du 22 décembre, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. C'est un appel à la paix des esprits. Nous avons demandé aux élus de nous accompagner pour qu'on puisse apaiser les esprits. Et pour cela, il faudrait surseoir au projet de changement des noms des rues, des places de Saint-Louis jusqu'à nouvel ordre. Et en préalable, bien évidemment, mettre en place une commission citoyenne faisant appel aux experts, comme on dit aux sachants, à ceux qui maîtrisent l'histoire de la ville, pour recueillir leurs avis. Je sais qu'une commission existe, mais on peut aller au-delà de cela. Il y a
à Saint-Louis, il y a au Sénégal, il y a dans le monde tant de personnes qui méritent d'être au patrimoine de la cité. Il faut juste prendre le temps d'avoir un consensus. Et nous appelons juste à la paix des esprits, au calme, que les populations se retrouvent. Et pour ce faire, nous avons mobilisé les autorités religieuses, les jeunes, les vieux, les délégués de quartier, Moussagnan, Perpignan, du Nord et du Sud, juste pour que tous appellent à la paix des esprits. RFM. L'actualité internationale. À 12h12, bonjour Georges Détié Diop. Bonjour Souleymane Niang. Au Mali, l'ancien Premier ministre Boubou Cissé nie toute implication dans un projet de déstabilisation. Dans un communiqué, Boubou Cissé a affirmé n'être ni directement ni indirectement de quelque manière que ce soit associé à aucun projet de déstabilisation des institutions. L'ancien Premier ministre souligne que depuis quelques jours, son nom est associé à travers les réseaux sociaux à un projet de déstabilisation de la transition dont certains présumés auteurs ont fait l'objet de mesures d'arrestation par les services de la sécurité d'État. Il s'agit entre autres de son demi-frère Agibou Tal, directeur adjoint de l'Agence publique pour l'accès aux télécommunications, Vital Robert Diop, directeur du PMU malien, l'animateur radio Mohamed Youssouf Batidi dit Rasbat. En Côte d'Ivoire, la branche du FPI dite Gore Gbagbo où rien va participer aux prochaines élections législatives. Le Front populaire ivoirien l'a fait savoir à travers un communiqué. Le parti de l'ex-président Gbagbo avait boycotté toutes les élections depuis 10 ans. À ce propos, le secrétaire général Assoa Adou, interrogé par RFI. Notre comité central s'est réuni hier, a décidé d'aller aux élections législatives avec l'accord du président Laurent Gbagbo qui nous encourage et il demande à tous ces militants et militantes de se mobiliser pour qu'on ait beaucoup d'élus. La commission, elle est toujours ce qu'elle est. Le Conseil constitutionnel est également dans une position de non-respect de la Constitution. Mais en politique, il faut toujours se battre. Et est-ce qu'avant ces législatives, vous espérez une réforme au niveau de la Cour constitutionnelle? La commission électorale, nous demandons en accord avec nos partenaires de l'opposition, c'est-à-dire le PDCI, RDA et toutes les autres plateformes de l'opposition, que cette commission soit réformée. Et il y a eu une réunion lundi avec monsieur le Premier ministre, hier avec le ministre de l'Intérieur, mais nous constatons déjà qu'ils ne veulent pas aller dans le sens d'une vraie réforme. Nous irons aux législatifs en prenant toutes les dispositions nécessaires pour que nos victoires ne nous soient pas volées. Pour terminer, Georges, en Éthiopie, des dizaines de personnes assassinées dans l'ouest du pays. Oui, plus de 100 personnes ont été tuées dans une attaque perpétrée par des hommes armés dans la région de Bénishangul-Gumuz. L'attaque s'est produite mercredi selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Elle dit avoir reçu de la part des rescapés des preuves photographiques inquiétantes de cette attaque perpétrée avant l'aube sur des habitants en train de dormir dans la zone de Metekel et qui s'est poursuivie jusqu'à mercredi. Cette attaque est la dernière d'une série sanglante ces derniers mois liés à des conflits ethniques. Au Niger, 7 militaires et 11 djihadistes ont été tués lundi dans des combats dans la région de Tillabéri. Selon un communiqué du ministre nigérien de la Défense, c'est une patrouille des forces armées nigériennes qui est tombée dans une embuscade tendue par des éléments terroristes lourdement armés sur des motos et à bord de véhicules dans le secteur de Taroum, localité située à 57 km au nord-est de Oualam. Pour terminer, fin d'isolement pour Emmanuel Macron. Selon un communiqué de l'Élysée, le président français ne présente plus de symptômes. Emmanuel Macron était parti s'isoler à la résidence de Lanterne près de Versailles le 7 décembre dernier après avoir été testé positif au Covid-19. La pandémie de Covid-19, les autorités sanitaires américaines annoncent qu'un million d'Américains déjà vaccinés contre la maladie. Merci Georges. RFM Sport. Bonjour cher Tidiane. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Thomas Tuchel, le PSG, le divorce a été consommé ce matin. Oui, il n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. L'Argentin Mauricio Pochettino serait le prochain suppléant du technicien allemand qui semble payer son début de saison en dents de scie. Sodadia.
Une nouvelle inattendue. Au lendemain du succès 4-0 contre Strasbourg en championnat, le Paris Saint-Germain décide de se séparer de son entraîneur Thomas Tuchel. L'Allemand est arrivé dans la capitale française à l'été 2018. Sous ses ordres, le Paris Saint-Germain a conquis 2 titres de champion de France. Il a aussi joué la finale de la Ligue des Champions cette saison avant d'être défait par le Bayern Munich. Selon les informations parues dans la presse spécialisée, Tuchel a été informé de son limogeage par ses dirigeants hier soir alors que son contrat court jusqu'en juin 2021. Si la première place de groupe obtenue en Ligue des Champions devant Leipzig et Manchester United semblait avoir assuré à Tuchel de passer l'hiver, sa situation avait de nouveau été fragilisée par la défaite en Ligue 1 contre Lyon le 13 décembre dernier, même si son équipe était ensuite allée chercher un match nul à Lille le 20 décembre. Selon l'équipe.fr, cette décision intervient au lendemain de la diffusion d'une interview donnée par le coach à la chaîne allemande, dont certains passages avaient fortement déplu au sein de l'état-major du club, même si on assure en interne que la décision avait été prise avant. Thomas Tuchel s'est confié sur les attentes extrêmes qui entourent l'équipe parisienne et regrette d'être perturbé dans son travail de technicien. RMC révèle ce jeudi matin que Mauricio Pochettino devrait lui succéder sur le banc du club de la capitale. Renvoyé par Tottenham en novembre 2019, le technicien argentin de 48 ans est actuellement sans club, même si son nom a souvent été cité du côté du Real Madrid ou de Manchester United. Si la nouvelle venait à être confirmée, ce serait un retour aux sources pour Mauricio Pochettino. L'ex-défenseur argentin a joué de 2001 à 2003 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Retour au Sénégal pour parler de la subvention au club. L'ancien président de Saint-Louis Basket Club demande le soutien de la municipalité. Il est aussi adjoint au maire de Saint-Louis. Son nom, Alioune Badara Diop. Il était l'invité ce matin de RFM Matin. Il a plaidé en faveur d'un soutien consistant pour les meilleurs résultats, notamment pour les clubs saint-louisiens. On l'écoute ce matin. Force est de reconnaître que lorsqu'on est président de Saint-Louis Basket Club, il faut d'abord compter sur ses propres ressources. Les sociétés saint-louisiennes, durant mon magistère, n'ont pas du tout soutenu. Il faut dire aussi la subvention de la commune, aussi bien envers Saint-Louis Basket Club qu'envers la Linguère, n'est pas tellement à la hauteur des ambitions de ce club, qui sont d'environ de 3 millions de francs CFA pour Saint-Louis Basket Club. Moi, j'étais mal à l'aise pour prôner l'augmentation de cette subvention du fait que j'étais président. Mais je pense quand même, et c'est tout à fait normal, que le bureau municipal et le conseil municipal quand même essaient de revoir à la hausse et très sensiblement aussi bien la subvention qu'on donne à Saint-Louis Basket Club et aussi la subvention qu'on donne à la Linguère de Saint-Louis. Parce que notre ville est une ville sportive, donc il est de notre devoir de soutenir les clubs de sport. Nécrologie pour terminer. Le monde du basket endeuillé par la mort ce matin de Adramé Ndiaye, c'est à Lyon en France, il a perdu la vie. Il est ancien international des années 80 ayant aussi évolué sous les couleurs de BOP, AS Fonctionnaire ou du stade d'Abidjan. Les informations attendues sur la date de son inhumation, Adramé Ndiaye est de la même génération que l'actuel directeur technique national, Moustapha Gaye. Merci, cher Tidiane Diagne. À 12h20, venons-en maintenant au dossier du jour sur Wari, une plateforme digitale de transfert d'argent qui aujourd'hui vit des jours sombres. La chute n'est pas encore définitive, mais Wari a perdu sa place de leader et peine à se relever. Comment en est-on arrivé là? Un économiste et un expert financier tentent de donner des explications. Au-delà de la concurrence et de la crise sanitaire, il y a aussi l'échec de Wari lorsqu'il a voulu acheter ou racheter Tigo. Barthélémy Ngom. Le top départ a été donné en 2008. Kabirou Mbodj, un fils du Sénégal qui a beaucoup contribué au développement des technologies financières en Afrique, venait ainsi de lancer une plateforme digitale de services financiers et commerciaux, Wari. Avec ce réseau de transfert d'argent, l'ancien champion d'équitation avait réussi à placer la barre haut, atteignant presque les sommets. Mais, après 12 années d'existence, Wari a chuté, mettant ainsi les 300 et quelques salariés dans le désarroi. Qu'est-ce qui s'est alors passé? Idrissa Ba, économiste, situe le problème à 2 niveaux. La première, toute structure est susceptible de rencontrer des concurrences. Ces concurrences peuvent être internes comme externes. Nous sommes d'accord. Et tout récemment, on a vu l'émergence d'autres structures qui concurrencent le Wari et aussi bien que Orange Money. La seconde hypothèse est liée par exemple à la pandémie du corona qui a perturbé justement toutes les économies, que ce soit macro ou micro. Et pourtant, les clignotants de Wari étaient tous au vert. Présents dans 40 pays africains, les services de cette plateforme digitale étaient devenus incontournables. Achat de crédits téléphoniques,
Paiement de factures, de pensions, de bourses ou même de taxes, tout y passe, sans compter le paiement des factures d'eau et d'électricité. Wari se fait alors une bonne santé financière, allant même jusqu'à vouloir acheter Tigo, c'était en 2017. Par la suite, le projet tombe à l'eau et certains pensent que le ratage de l'achat de l'opérateur de téléphonie a été l'élément déclencheur du déclin de Wari. Tcherno Tchoun, lui aussi économiste, partage cet avis. Ça a été un projet, mais un projet qui a valu beaucoup de difficultés à Wari et qui a même amené Wari et Millicom devant le tribunal arbitral du commerce. Et je crois que ça a été l'acte de naissance qui a aujourd'hui précipité peut-être la chute de cette entreprise qui jadis était performante. Depuis cet achat de Tigo, il y a une descente fulgurante, une chute brutale de Wari. Il y a aussi une autre raison d'ordre fiscal. Vous savez qu'à un moment donné, la pression fiscale chez Wari était telle que l'entreprise s'est délocalisée dans la sous-région avec vraiment une diminution de son chiffre d'affaires. Il faut aussi dire que Wari n'est pas le seul dans cette situation. On se souvient encore de Johnny qui est mort de sa belle mort. Ceci pour dire que le réseau est aujourd'hui perturbé par cette concurrence entre porte-monnaie électroniques. Wari, Orange Money qui semble avoir pris la tête du peloton dans les services de transfert d'argent, Free Money qui suit la cadence mais à un rythme moins soutenu, Wave qui cherche à bousculer la hiérarchie avec ses prix, Youp de la Société Générale et Wizall Money qui joue les troubles fêtes. Tout ceci pour dire que Wari a un défi à relever, celui d'un champion à terre. RFM, la presse du jour. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et la gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. La revue de presse de ce jeudi 24 décembre 2020 avec Georges Détidiop. Ils l'ont fait malgré l'interdiction préfectorale. Les artistes ont tenu leur sit-in sur la place de la Nation. Ainsi, Enquête affirme que les artistes gagnent une bataille. Selon le journal, les professionnels de la culture ont réussi à tenir leur sit-in pour dénoncer les décisions gouvernementales leur interdisant de faire du spectacle en cette période de crise sanitaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Les acteurs culturels assis sur le lieu de la manifestation avec des tracts non sans respecter la distanciation physique. Seulement, là, fait état d'une fausse note dans la symphonie. Et pour cause, malgré la très grande mobilisation, les stars de la musique telles que Wally Seck, Viviane et Youssou N'Dour ont manqué à l'appel. Youssou N'Dour, justement, l'absent le plus présent. L'Observateur et Enquête relève la médiation qu'il avait entreprise et qui a été concluante. Selon ces journaux, il a pu réussir à décrocher du président Sall un appui en faveur du monde du spectacle. Enquête rapporte ses propos selon lesquels le président va donner une suite favorable dans les 48 heures à venir. Et dans l'Observateur, Youssou N'Dour souligne que musiciens, danseurs, bongoman, tout le monde sera pris en charge. Les fêtes de fin d'année et la crise sanitaire, entre austérité et Covid-19, les familles chrétiennes se cherchent. Wolf Quotidien constate que cette année, Noël va certainement avoir un goût assez âcre. Cela du fait des rigueurs de la pandémie qui impose une fête en toute sobriété. Et quand les autorités décident d'instituer une taxe spécifique sur les produits textiles et d'élargir la taxe sur les corps gras alimentaires à tous les produits de charcuterie ainsi que la taxation des conditionnements et emballages non récupérables au même titre que les sachets plastiques, Source A parle de drôles de cadeaux de fin d'année. La lutte contre le Covid, le vaccin fait toujours débat. Le journal Le Quotidien souligne que d'après l'OMS, le mécanisme COVAX dont fait partie le Sénégal a conclu des accords pour accéder à près de 2 milliards de doses de plusieurs vaccins candidats prometteurs et a jeté les bases nécessaires pour garantir l'obtention de doses supplémentaires grâce aux contributions des donateurs. Il permettra, selon Le Quotidien, à 190 pays d'obtenir leur première dose dès le premier trimestre de 2021 pour atteindre une couverture de 20% de leur population. À la première page de l'Observateur, il est question de la polémique relative à la suppression annoncée des villes. L'Obs rapporte que le pouvoir tient toujours à sa réforme. Selon le confrère, le débat qui s'est invité à la commission décentralisation et territorialisation des politiques publiques du dialogue national n'a pas encore révélé tous ses secrets. L'Observateur retrace le débat dans cette commission, les idées qui ont été émises et souligne que le projet a été bloqué par le Covid, mais les
discussions vont se poursuivre. Un autre projet, la modification de la loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Dans Sud Quotidien, Alioune Tine sonne l'alerte. Dans un entretien accordé aux confrères, le fondateur d'Africa Jom Center relève que l'information trouble la quiétude au niveau de la société civile et au sein de l'opposition. Alioune Tine considère que le chef de l'État dispose déjà d'un pouvoir hypertrophié sans limite qui constitue déjà un dysfonctionnement de l'état de droit. Pour lui, Macky Sall n'a pas à s'inquiéter au point de changer une loi qui va à coup sûr défigurer le statut de notre démocratie. Un homme politique très présent dans la presse du jour, Khalifa Ababakar Sall, l'ancien maire de Dakar, rencontrait hier la plateforme Doina. Vox Populi en rencontre et informe que Khalifa Sall a annoncé son ambition de mettre en place une grande coalition en perspective de la présidentielle de 2024. Il a déclaré vouloir créer une jonction de toutes les forces pour porter l'espoir des populations. Les Échos traitent de cette rencontre entre Khalifa Sall et Doina et affirment que l'ex-maire de Dakar maudit totalement l'entrisme. Le journal se fonde sur ces déclarations selon lesquelles, dans une démocratie qui se respecte, il y a toujours une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose. La politique, ajoute-t-il, n'est pas de la politique politicienne. C'est un combat permanent pour la promotion des populations, leur émancipation. À la une du quotidien Le Soleil, risque d'atteinte à la cohésion nationale, à l'image de l'État et à l'ordre public. Macky Sall veut une régulation des sites d'information. Il l'a fait savoir hier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Selon le quotidien gouvernemental, le chef de l'État a appelé à sensibiliser les acteurs de la presse pour préserver nos valeurs culturelles. À vos kiosques et bonne lecture.